Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Des libérations et des grâces présidentielles annoncées en Côte d'Ivoire. 78 personnes arrêtées lors de la crise électorale de 2020 seront libérées. Réponse du chef de l'État Alassane Ouattara à une partie des demandes des anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Une frange de l'opposition malienne et une partie de la société civile émettent des doutes quant à la feuille de route gouvernementale qui fixe le cap de la transition. Mais les délais pour un retour à un ordre constitutionnel normal seront respectés, affirme l'exécutif. Le gouvernement rwandais se dit engagé en faveur du développement de l'enseignement préscolaire qui demeure encore très peu développé dans le pays, vous le verrez. Affaire Pegasus, pointé du doigt comme l'instigateur d'une surveillance généralisée de ses adversaires et partenaires. Le Maroc poursuit sa défense. Le Royaume va engager des actions judiciaires en Espagne après celles lancées en France. Le Royaume du Maroc n'a jamais acquis ou utilisé le programme dit Pegasus, réaffirment les autorités marocaines au sujet de l'enquête publiée mi-juillet par plusieurs médias internationaux qui avaient révélé que le logiciel Pegasus, élaboré par une entreprise israélienne, aurait permis d'espionner via le contenu de leur téléphone, notamment des journalistes et des personnalités politiques. 78 personnes libérées en Côte d'Ivoire, dont 9 graciés, annonce faite par le chef de l'État Alassane Ouattara dans un discours prononcé la veille de la fête de l'indépendance. Il s'agit de détenus arrêtés lors de la crise électorale de 2020. Nouveau signe d'apaisement de la part du président de la République. Cette libération de prisonniers était réclamée par les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Les précisions de Victoria Sedji. C'était un acte très attendu. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient d'accorder sa grâce à 9 détenus politiques ivoiriens. Ces graciés viennent ainsi s'ajouter à 69 personnes inculpées, bénéficiant d'une liberté provisoire. C'est le chef de l'État qui en a lui-même fait l'annonce dans son message à la nation adressé ce 6 août, à la veille du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Dans le cadre des troubles et violences liés à la présidentielle d'octobre 2020, c'est plus d'une dizaine de membres de partis d'opposition qui ont été arrêtés puis incarcérés. Les manifestations orchestrées depuis août visaient à empêcher un 3e mandat du chef de l'État. Parmi les opposants arrêtés et déjà relâchés, le président légal du FPI Pascal Affi-N'Guessan ou encore le secrétaire exécutif du PDCI Maurice Kakogi-Kawe. Les personnalités qui ont été libérées hier, parmi elles on compte le directeur des cabinets d'Henri Konan Bédié, le président du PDCI, M. Narcisse Ndri, avec un responsable politique donc du PDCI, un délégué départemental, M. Ange-Félix Ndabri, qui est par ailleurs le président des éditeurs de Côte d'Ivoire. Il en resterait encore en prison. Laurent Gbagbo avait transmis une liste d'une centaine de détenus politiques et militaires. Ces libérations ont été exigées et âprement négociées par les leaders de l'opposition comme l'ex-président Henri Konan Bédié qui avait rencontré le chef de l'État en novembre 2020. La libération des prisonniers politiques, importante pour la réconciliation nationale, était à la une ces dernières semaines, marquée par le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo, dont la rencontre avec son rival Alassane Ouattara semblait constituer le point d'achèvement. Questionnement et doute au Mali sur la durée de la transition, près d'une semaine après l'adoption du plan d'action gouvernemental du Premier ministre Choguel Maïga. En effet, de nombreuses questions restent en suspens. Beaucoup se demandent si les délais pour un retour à un ordre constitutionnel normal seront respectés. Mildred Yamou, Joël Ballot.
Le retrait des troupes françaises du Mali complique le processus de transition politique. Une feuille de route du gouvernement de transition a récemment été adoptée pour tenter d'apaiser les tensions qui règnent dans le pays. Cette feuille de route devrait aider à améliorer notamment la situation sécuritaire, politique et économique du pays. L'adoption de la feuille de route du gouvernement est une avancée importante, feuille de route qui met l'accent sur 4 secteurs majeurs prioritaires pour le gouvernement. 1. La sécurité, vous vous imaginez. 2. Les questions de réformes politiques et institutionnelles. 3. L'organisation des élections. Et puis 4. La bonne gouvernance, la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption. Le gouvernement malien est actuellement engagé dans la refondation du pays en promouvant le dialogue, l'apaisement et le consensus. Pour les autorités, une approche consensuelle est nécessaire pour œuvrer au redressement et à la stabilité du pays ainsi qu'au rétablissement de la coopération internationale. Aujourd'hui, à la diplomatie, il y a des attentes fortes de notre pays, de notre population, parce que le Mali, comme vous le savez, est sous suspension de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc notre premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de solidarité exprimée par nos voisins, par la région et par la communauté internationale vis-à-vis du Mali, mais qu'il y ait aussi plus de compréhension par rapport aux événements qui se sont passés en août, mais aussi ce qui s'est passé récemment au mois de mai, pour que nous puissions aborder ces questions avec de réalisme, pragmatisme, et l'effort de rectification qui est en cours s'inscrit dans ce cadre-là. Des sanctions politiques, économiques et sécuritaires pèsent toujours sur le Mali depuis le putsch de 2020 et l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président le 7 juin 2021. Avec la crise politique et sécuritaire qui persiste, des observateurs sont sceptiques sur le respect du calendrier électoral, alors que des garanties d'un scrutin présidentiel en février 2022 ont été déjà données. À quelques jours des élections générales, la Zambie est sous haute tension. Le scrutin devrait se jouer entre le président sortant Edgar Lungu et Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition qui se présente pour la 6e fois. Et le scrutin se tient donc le 12 août. Et à quelques jours du vote, on note une montée des violences malgré un déploiement militaire sans précédent. Nathalie Moore. Malgré le déploiement de l'armée pour amener la sérénité en Zambie, le climat préélectoral reste tendu. 2800 policiers supplémentaires ont été dépêchés dans cette province du pays avec pour ordre d'assurer la sécurité pendant le vote prévu le 12 août 2021. En Zambie, les affrontements se multiplient entre militants du Front populaire au pouvoir et ceux du Parti unifié pour le développement national, principale formation de l'opposition. Les plus violents ont fait 2 victimes le 30 juillet 2021. Connaissant le passé trouble de la Zambie, il sera question de pacifier cet environnement pour éviter une flambée de la radicalité des forces en présence, qu'elles soient gouvernementales ou de l'opposition. Des médias zambiens informent que la campagne électorale de l'opposition est perturbée par les forces de l'ordre. Les déplacements des candidats sont restreints, les militants dispersés à coups de gaz lacrymogène. Selon les autorités, l'opposition bafoue les mesures contre la propagation du Covid-19 lors des rassemblements. L'environnement sociopolitique en Zambie est contaminé par un ensemble de facteurs en présence qui, mélangés, peuvent donner lieu à une cristallisation de l'ambiance sociale avec des répercussions sur la stabilité au sein du pays. Des observateurs craignent une escalade au regard des précédents épisodes électoraux dans le pays. La Zambie est familière des violences préélectorales. C'était déjà le cas en 2016 lors du scrutin remporté à 50,4% des suffrages par le président Edgar Lungu contre 47,6% pour son rival Hakainde Hichilema. Des résultats contestés par l'opposant qui essuyait alors son 3e échec lors d'une élection présidentielle. Le gouvernement kényan table sur une croissance de 6,6% en 2021 contre 0,6% en 2020, une reprise économique qui devrait donc être relativement importante grâce à un environnement macroéconomique qui serait beaucoup plus stable, soutiennent les autorités, malgré l'impact économique de la crise sanitaire. Mildred Diamo.
Malgré une année 2021 caractérisée par des incertitudes dues au coronavirus, l'économie kenyane va connaître une croissance élevée. Selon les données gouvernementales publiées le 5 août 2021, la croissance économique du Kenya devrait se chiffrer à 6,6% en 2021 contre seulement 0,6% en 2020. Ceci représente l'une des croissances les plus élevées en Afrique pour l'année 2021. Les prévisions de croissance du Kenya en 2021 sont réalistes et sont basées sur la spécificité de l'économie kenyane face à un environnement assez morose en 2020. Cela est dû au fait que les lendemains, la situation post-Covid est très avantageuse pour le Kenya parce que le Kenya a une économie hub, c'est-à-dire le Kenya a une économie qui draine toutes les économies de l'Afrique de l'Est et profite du décollage de ces économies et avec un effet multiplicateur qui fait profiter encore plus l'économie kenyane que les autres pays environnants. Les données précisent que cette reprise sera soutenue par un environnement macroéconomique stable ainsi que par les investissements en cours dans le programme de développement national Big Four Agenda. Les conditions météorologiques favorables et la hausse des exportations de cette année permettront également de soutenir la production agricole du pays. Le Kenya a le port de Mombasa qui est le poumon de toute l'Afrique de l'Est et le Kenya a une économie assez diversifiée qui a été un peu en berne pendant la situation de la crise Covid en 2020 mais qui devrait logiquement décoller de façon assez exponentielle au lendemain de l'ouverture des barrières et des situations fermées du Covid. Ce qui explique que le Kenya peut s'attendre à un taux de croissance peut-être beaucoup plus élevé que celui de plus de 6% pour avoisiner en 2022-2023 7 à 8% et pourquoi pas en 2025 une croissance à 2 chiffres. Donc ceci peut s'expliquer rien que par non seulement la compétitivité de l'économie kenyane mais le fait que le Kenya a une économie hub dans toute l'Afrique de l'Est. Le Kenya a connu une reprise économique relativement forte au cours des 3 premiers mois de 2021. Selon le Trésor public, la reprise économique du Kenya pourrait aussi être attribuée au progrès de la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui devait permettre à l'économie de rebondir à plus de 6% en moyen terme. Des hôpitaux surchargés, des témoignages de médecins à bout. L'Algérie fait face à une flambée du nombre de personnes touchées par le Covid-19. Le pays dénombre près de 1500 nouvelles contaminations par jour. Face à la gravité de la situation, la diaspora algérienne accentue sa mobilisation. Une centaine de médecins d'origine algérienne basés à l'étranger a ainsi décidé d'aller prêter main forte à leurs confrères. L'enseignement préscolaire des premières années importantes dans le développement intellectuel des enfants, mais au Rwanda, seul un enfant sur 4 a accès à l'école maternelle. Des statistiques qui révèlent un réel problème alors que la demande des familles pour l'école maternelle n'a fait que croître au cours des dernières années. Corinne Eoné. Alors que les écoles vont bientôt réouvrir leurs portes dans de nombreux pays en Afrique, l'un des défis dans ce secteur au Rwanda est l'augmentation du taux de scolarisation préscolaire en maternelle. Actuellement, les chiffres indiquent que seulement un enfant sur 4 a accès à l'éducation préscolaire, soit 24%. Pour la directrice générale du ministère de l'Éducation, Rose Bagouma, l'enseignement préscolaire permettrait de réduire le taux de retard et de déperdition scolaire. Nous avons la vision 2030, la vision 2050, la stratégie nationale de transformation et d'autres engagements en matière d'éducation, qu'ils soient régionaux, continentaux ou mondiaux, y compris les objectifs de développement durable. Cette révision de la politique est nécessaire. Ne pas pouvoir fréquenter le préscolaire déstabilise notre système, mais s'ils peuvent suivre le programme de préparation à l'école et ensuite rejoindre l'école primaire au bon âge, ils peuvent terminer le cycle à l'âge et à l'heure prévue. Certains préalables sont prévus par le gouvernement rwandais pour gagner le pari de l'éducation préscolaire. L'augmentation du nombre d'enseignants dans les écoles maternelles qui sont payées par le gouvernement. L'objectif étant de passer de 33 enseignants à 613 avant la fin de l'exercice budgétaire. Aussi, les parents sont invités à participer activement car l'apprentissage commence à la maison. L'État ou les éducateurs pratiquement prend des dispositions pour la création des écoles de formation des enseignants.
Les éducateurs doivent améliorer les centres communautaires préscolaires dans les arrondissements et même dans les quartiers, et où les mairies pourraient appuyer ces éducateurs. La Convention des Nations Unies sur les droits des enfants de 1989, signée pratiquement par tous les pays du monde, dont le Rwanda, reconnaît le droit des enfants à l'éducation dès la naissance. Afin que ce volet de l'éducation soit véritablement utile, des experts suggèrent qu'il devrait s'appuyer sur des modèles pédagogiques pertinents, une éducation ancrée dans la culture locale, une implication des familles et des communautés, mais aussi des programmes de santé et de nutrition liés au préscolaire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.